Du coup, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis le capitaine Julien Valdener. Je suis responsable du service formation territoire nord au SDIS 35. J'ai intégré le SDIS depuis le 1er janvier. Avant, j'étais à la brigade. J'étais responsable pendant 4 ans de la formation incendie feu réel. Et c'est dans ce cadre-là que du coup, j'interviens aujourd'hui pour pouvoir participer aux essais sur les moyens d'extinction. Alors, je vais lancer le cours. Et Alex, si tu veux te présenter. Vous m'entendez? Ah ouais, je t'entends, pas de souci. Ok. Ouais. Tu veux te présenter, Alex? Ouais. Non. Si, mais Bon, le diaporama se lance. ouais, je crois qu'effectivement j'ai un petit temps il y a une petite inertie avec mon PC ou c'est peut-être le fait d'être à la campagne. Donc bonjour à À la tous, campagne vous en m'entendez? Bretagne. Ouais, c'est bon. Ok. Donc moi c'est Alexandre Piquet, donc sergent-chef au centre de secours de Rennes-Saint-Georges. Euh, J'interviens dans la formation des phénomènes thermiques depuis 2013. Voilà, donc avec Julien qui était du côté brigade à l'époque, on a eu le plaisir de travailler ensemble et c'est avec grand plaisir que aujourd'hui il est arrivé dans le 1035. Pour autant, on a participé tous les deux sur cette expérimentation-là. Moi du côté 1035 et Julien du côté brigade. Donc on espère que cette présentation vous éclaircira plus qu'elle ne l'a fait le jour du colloque. Merci, Alex. Ce que je vous propose, comme disait Frédéric en introduction, c'est de poser vos questions à la fin. Comme ça, on fait la présentation et puis on répondra à toutes vos questions à la fin. Donc, aujourd'hui, expérimentation sur l'efficacité de moyens mobiles d'extinction. Alors, effectivement, cette démarche, vous le savez, elle a été initiée par la BSPP, notamment officieusement suite à l'accident qu'il y a eu à Livry-Gargan, avec Salel et Dumont, leur décès, et puis s'est avéré, sans rentrer dans les détails, qu'ils s'étaient engagés pour un sauvetage sans moyen en eau, et donc il était revenu, après les études, de se rendre compte qu'il fallait attendre entre 8 et 10 minutes pour le secteur brigade, avant d'avoir une lance en eau pour pouvoir commencer l'extinction. Et donc on s'était rendu compte que on en était venu à des délais aussi longs parce que la suppression de la LDT avait entraîné un établissement en eau en ligne à l'époque est toujours d'actualité. Donc, fort de ce constat, il a été étudié de savoir si les 508 minutes étaient toujours prépondérants face à la technologie des lances. Moi, je me souviens, quand en formateur caisson, quand on touchait les dernières lances, vous voyez bien qu'avec 258 minutes, on était bien plus efficace dans un caisson de l'attaque qu'avec une lance de 508 minutes, les vieilles lances qu'on avait à l'époque à la brigade. Et donc, avec tous ces facteurs, il a été décidé de mener une étude. L'idée du cadre général, c'était de proposer donc des critères pertinents de détermination des performances d'extinction d'une lance dans l'esprit de la réglementation actuelle. Donc, il n'était juste plus question de parler de débit, mais juste de définir des critères afin de pouvoir déterminer du coup ces performances d'extinction. Ça, c'était un gros travail, c'est de se dire qu'est-ce qu'on prend comme critères pertinents pour évaluer les performances d'extinction d'une lance. Ça permettait aussi de contribuer donc à connaître les limites des moyens en service émergent. Et donc, c'était forcément un travail qui se faisait en collaboration scientifique et sapeurs-pompiers, notamment donc, un gros travail avec le laboratoire central de la préfecture de police, la BSPP et tous les instituts que vous pouvez voir, donc l'Institut P', le LEMTA, Effectis. Ensuite, il fallait aussi faire intervenir évidemment des SDIS pour être le plus large possible. Donc, le BMPM est intervenu, SDIS 86, le 35, le 54 et Areva. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alex. Non, mais c'est vrai que la démarche était assez louable parce que c'était une des premières fois où on réunissait entre guillemets les entités militaires, donc la brigade et le bataillon, les SDIS qui étaient 3 SDIS, ça permettait de représenter l'ensemble des SDIS au niveau national, et puis des laboratoires scientifiques. Il y avait quand même le LEMTA, le P', FCPP. Voilà, c'était de mémoire. Benjamin et Simon, vous pouvez peut-être confirmer, mais ça faisait, il n'y avait pas forcément d'études qui réunissaient autant de scientifiques et autant de SDIS sur une même étude. Donc
c'était une démarche qui était vraiment intéressante et motivée par la DG. Ouais, puis il y a eu beaucoup de travail en amont et la semaine d'essai proprement dite, dans les SDIS, il y avait aussi des volontaires, des professionnels. Le but était d'avoir un panel le plus large possible, le plus représentatif des secours en France, sapeurs-pompiers. Donc le gros travail au début, c'était de se dire qu'est-ce qu'on prend comme critère de performance, parce qu'on peut prendre beaucoup de choses. La seule chose qu'on savait, c'était pas prendre le débit. Donc on voulait pas que le débit soit un critère de performance, mais plutôt travailler sur d'autres facteurs. Et donc ces 3 facteurs que vous voyez affichés ont donc été retenus après plusieurs discussions. Et puis il fallait aussi que les scientifiques puissent les mesurer, ces critères de performance, parce que nous, pompiers, on avait des critères très visuels et donc on voulait savoir, mais est-ce que les scientifiques derrière pouvaient aussi les mesurer et le prouver avec des chiffres. Donc le premier était la protection du porteur. Donc là, c'est ni plus ni moins que le jet diffusé de protection. Hein. On voulait savoir connaître l'efficacité contre le rayonnement thermique lorsqu'un jet diffusé de protection est réalisé. Voilà, ça c'était le premier critère. Et puis après, il fallait chercher comment on pouvait le mesurer et le démontrer. Ensuite, il y avait la neutralisation d'un plafond de fumée. Donc toute la partie de progression du porte-lance qu'on voulait aussi évaluer en termes de performance d'une lance. Donc c'est l'efficacité sur le refroidissement et ou la dilution d'un plafond de fumée afin de prévenir le risque inhérent de brûlure et d'inflammation. Donc ce qu'on appelle encore le test de plafond pour certains départements et qui est encore appliqué à la brigade. Et ensuite c'est le contrôle d'un feu en plein développement. Donc là c'était testé avec un jet diffusé d'attaque. L'efficacité est liée à la réduction des conditions thermiques dans un local où un feu est pleinement développé. Action rapide et durable sur l'intensité d'un foyer. Donc là, c'était face à un question d'attaque et on voulait évaluer l'efficacité de nos lances. Alex, c'est bon pour toi? Tu n'hésites pas à me couper ou à prendre la parole. Ouais, mais pour l'instant, le fil après, il y a peut-être juste orienter des fois le regard. Retenez, vous avez vu, entre parenthèses, vous avez le A, le X, le delta T. Voilà, vous allez le retrouver plus tard et du coup, ça peut soyez pas étonnés parce que du coup, c'est ce qui permet justement d'éviter à chaque fois de remarquer l'ensemble des critères qui sont définis. Donc la déclinaison, un travail préparatoire a permis d'élaborer un protocole d'essai composé en 3 scénarios. Donc voilà, il y avait 3 performances recherchées, donc 3 scénarios qu'elle a avec, et pour chaque scénario, il fallait définir une distance, un type de diffusion, les débits qu'on voulait évaluer, la durée donc, de l'action de la lance, la direction et le nombre de répétitions débits. Là, c'était aussi pour que ça soit validé scientifiquement et qu'après on ne puisse pas dire ou passer à côté de scientifiquement prouvé. Voilà, donc ça c'était différentes déclinaisons qu'on a pu aborder. Tu veux présenter le premier scénario, Alex? Ouais. Donc le premier scénario, ça a été d'évaluer, de rédiger un protocole sur la neutralisation d'un plafond de fumée. Alors au LCPP, on a pu bénéficier d'un caisson pour lequel on a donc en fait on rentrait. Je sais pas si donc sur la partie, on voit pas ma souris là? Non. Non, tu veux dis-moi, je guide, je fais la souris. En fait, l'idée c'était de présenter donc du coup le caisson. Donc on avait la zone d'entrée qui était en bas à droite avec la porte qui était ouverte de 30 degrés, une zone de progression dans laquelle on allait faire justement alors ces tests plafond, c'est nous ce qu'on appelle les tests de sécurité, la sécurisation lors de la progression. Donc on avait une certaine distance à progresser pour pouvoir effectuer justement ces neutralisations. L'idée, c'était d'avoir un accès direct sur le foyer. Donc, on a une zone de progression, une zone tampon qui est sur la gauche, juste là où il y a des petites flammes, et puis le générateur, donc le foyer que vous voyez en jaune. Donc ça, c'était le caisson du LCPP. Donc, il a été construit et adapté pour que les essais soient le plus représentatifs possible. Donc après, tu peux peut-être changer, on aura plus d'éléments. Donc, dans la définition des protocoles, il fallait que ce soit cohérent avec ce qu'on fait en opération. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de progresser dans un volume, on effectue ce qu'on appelle vulgairement des tests plafonds ou des actions de lance qui permettent de sécuriser notre progression. Donc, par rapport à la longueur, on avait défini un temps de progression, là en l'occurrence 20 secondes, une distance
de progression. Donc là, en l'occurrence, 3 mètres. C'est-à-dire que tous les 3 mètres, on avait 20 secondes pour progresser de 3 mètres à chaque fois. D'accord. On avançait et à chaque fois, on avait un angle à respecter, une diffusion à respecter. Donc ça, on s'entraînait au préalable. Et on avait une action de lance, pareil, sur laquelle on s'était entraîné pour que ça puisse correspondre à une seconde d'ouverture. Jusqu'à la zone tampon. La dernière action de lance, elle se faisait juste au niveau de la zone tampon. Et là, les porteurs avaient une deuxième mission, en fin de compte, c'était aussi de ressentir les choses. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect visuel et l'aspect ressenti, c'est ce qu'on utilise le plus chez nous. Et après, tout le caisson, lui, était instrumenté pour pouvoir récupérer les données scientifiques. Chaque progression de 3 mètres, sur le tuyau, on avait fait des petits repères au scotch, d'accord, juste pour être pragmatique. Et à chaque fois qu'on avançait de 3 mètres, en fait, on était bloqué par un binôme qui était resté à l'entrée. Donc globalement, voilà. Je peux passer peut-être à l'autre. Le scénario 2, si tu veux, je te laisse la main. Ouais, du coup, le scénario 2 nous permettait de faire deux choses en même temps. Enfin, on faisait deux actions. On faisait proprement dit la protection du porteur, donc face à un caisson d'attaque, un pied classique comme vous connaissez, avec un nombre de palettes bien défini à chaque fois. On mettait le feu et dès qu'on avait grosso modo l'embrasement total du caisson, comme vous pouvez le connaître, on effectuait un jet diffusé de protection. Et donc, on venait évaluer l'efficacité des lances on verra après à travers différents débits et différentes lances, différents diamètres de tuyaux pour savoir quelles étaient les performances, les lances les plus performantes face à un jet diffusé de protection. Et ensuite, derrière, on venait dans une deuxième phase qu'on appelait réduction à l'aide d'un jet diffusé d'attaque, attaquer directement ce caisson d'attaque. Voilà, on verra après de quelle manière. Et ce qui nous permettait de comparer les lances entre elles en fonction des débits et des types de lances. Donc, pour ce faire, des mesures de flux thermique, température et prise de vue, avec et sans caméra thermique, sont réalisées pour pouvoir évaluer aussi, y avoir une valeur visuelle. Comme vous savez, la caméra thermique marche extrêmement bien pour ce cas-là. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, hein, où on avait une pompe, bref, on avait deux binômes. On avait d'abord une phase 2, puis une phase 1. Donc, la phase 1, pardon, c'était J-fusée de protection. Donc, on essayait, on faisait 5 fois à 3 débits différents. Et puis, comme ça, on pouvait évaluer à chaque fois la différence d'efficacité. Et ensuite, en phase 2, on venait en J-fusée d'attaque, ouverture de 5 secondes, directement taper dans le foyer. Pareil, aux 3 débits qui étaient prédéfinis pour pouvoir comparer entre eux les différences de performance entre chaque lance. Là, vous pouvez voir les photos, voilà, les questions d'attaque. On avait donc des images pour la partie caméra thermique. Là, sur la photo en haut à droite, vous voyez flèche rouge et flèche jaune. C'est pour vous dire qu'en fait, c'était la différence entre les deux qu'on faisait. Hein, donc, température en amont du feu, température après. Et le but était donc de pouvoir... Ah, il y en a qui a pris le contrôle. Ouais, c'est flux rayonné. Je pense, c'est Benjamin. Non, je n'ai pas pris le contrôle, moi. Qui c'est qui m'a pris le contrôle? C'est pas grave. Ah, voilà. Et donc, voilà. Et donc, vous pouvez voir donc, le petit schéma en bas à droite, là, pour la partie gilet fusée de protection et pour la partie gilet fusée d'attaque. Voilà ce que faisait le porte-lance pour pouvoir attaquer le feu directement. Je te laisse avec le scénario 3 si tu veux. Ouais. Alors, le scénario 3, il a été proposé. Alors, ce qui était bien dans cette étude, c'est aussi que les scientifiques, ça leur a permis de pouvoir utiliser plusieurs matériaux, enfin plusieurs instruments, et de comparer leurs résultats. Je pense au scénario 2 ou au scénario 3, où là, on avait différents outils scientifiques. Il y avait la caméra spectrale, il y avait des flumètres, nous, on a utilisé des caméras traditionnelles et des caméras thermiques. Et en fin de compte, tous ces éléments-là, comparer les résultats les uns avec les autres, et en fin de compte, ça a permis de rendre encore plus pertinents les critères de performance. Et donc du coup, le scénario 3, en fait, il a été proposé dans la définition du scénario 2, puisque le scénario 2, vous avez vu que c'était un caisson avec un foyer, donc il y avait
il y avait 2 rangées de 8 palettes. Sauf que, comme tout développement du feu, en fait, il y a une naissance, un développement, un plein développement, et puis il y a un déclin. Et là, l'inconvénient du déclin, c'est que du coup, la fenêtre de tir pour pouvoir évaluer la performance des différentes lances, on était contraint par la durée du brûlage. Et donc du coup, il a été proposé de pouvoir comparer aussi ces tests-là avec justement un radiant, donc un panneau radiant à gaz, qui lui, du coup, permet d'avoir un flux calibré et constant. Donc là, alors chaque outil, chaque scénario avait ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient du panneau radiant à gaz, c'est que ça aime pas l'eau. Donc du coup, il fallait établir une distance qui puisse respecter à la fois le panneau radiant et en même temps nous permettre de récupérer les données scientifiques. Donc on avait un flux rayonné qui était constant. Et du coup, on avait toute la partie instrumentation. Si tu peux passer l'autre slide. Oui. Donc, vous voyez, donc on a oui, en bas à gauche, donc on voit qui se retrouve à peu près au milieu de la page. On voit le panneau radiant orange, un binôme avec du coup le jet diffusé de protection, et derrière le binôme, en fait, toute la partie instrumentation où on avait des flumettes et la caméra spectrale qui récupérait les données. Donc là, c'est pareil, ça nous obligeait à avoir une rigueur scientifique, dans le sens où chaque porteur devait se tenir à une position donnée et respecter un tempo bien établi. Donc là, on a fait donc du coup trois séries de 5 répétitions à différents débits. On avait, je sais pas si on l'avait précisé au début, Julien, globalement, nous il avait été décidé de reprendre un certain nombre de lances représentatives de ce qui se trouvait sur le territoire. Donc du coup, il y avait 4 lances et volontairement, on a fait en sorte à ce que les types de lances en fait soient pas nommés parce que on s'en fiche de savoir quelle lance on a utilisée. L'important c'était de savoir quels étaient les critères, puisque le but de cette expérimentation-là, c'était bien d'établir des critères de performance. Donc globalement, on avait 4 lances qui étaient représentatives du marché que tous les SDIS ont utilisé ou utilisent. Donc voilà la partie résultats. Donc comment, à travers ces essais qu'on avait prédéfinis, on a pu obtenir des résultats et effectuer des comparatifs entre les différentes performances des lances. Donc pour la partie flux du porteur, flux rayonné, protection du porteur, c'était bien le flux rayonné avec jet de protection, le flux rayonné reçu avec jet de protection moins le flux rayonné ambiant sur le flux rayonné sans jet de protection sur moins le flux rayonné ambiant. Bon, en gros, c'était voilà, ces scientifiques ont permis de pouvoir définir ces essais et ce calcul pour obtenir un pourcentage. Voilà, et donc cette partie A, protection du porteur, vous donne un pourcentage de diminution du flux rayonné. Voilà, et voilà, chaque lance avait un pourcentage plus ou moins efficace et ça vous permet de hiérarchiser les lances entre face à ce critère de performance. Ensuite, pour la partie j'ai diffusé d'attaque sur le contrôle de la feu en plein développement. C'était donc la température initiale. Enfin, c'était la température initiale. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. En gros, c'était surtout un détail de température entre l'avant et l'après l'action de ma lance. Si vous voulez que sur le slide d'après, je crois, avec le scénario 1, en fait, je pense que c'est peut-être plus facile à comprendre. Je t'en prie, Alex. Donc là déjà, je pense qu'il y en a qui font des gros yeux. En tout cas, moi, à chaque fois que je vois ce slide-là, je fais toujours des gros yeux. Donc ils sont forts en dessin, ces scientifiques. Pour autant, c'est vrai que globalement, donc si on reprend la petite courbe qui est en haut à droite, avec une petite courbe du coup qui descend et puis qui remonte. Globalement, c'est ce qui a été pris en compte aussi bien sur le scénario 1 que sur le scénario avec la formule du slide d'avant. Sur le jet diffusé d'attaque, globalement, en plein développement, on est venu récupérer une information température à un temps donné. On a regardé la décroissance, donc la chute de température, combien de temps il mettait à chuter. Et après, on a regardé combien de temps il mettait à revenir en position initiale ou alors à se stabiliser.
Ils ont fait, du coup, ils ont fait tourner un petit peu la petite moulinette pour du coup ressortir ce qu'on retrouve en bas à droite, donc ce qui était un score global. Donc là, c'est pour le X, c'est pour la neutralisation du plafond de fumée. Mais après, il y avait aussi la même chose, du coup, pour l'atténuation sur la face solide, donc sur l'attaque d'un foyer. Concernant le scénario 1 dans le caisson, donc la neutralisation du plafond de fumée, à chaque fois qu'on faisait une impulsion, elle était, je vous ai dit qu'il y avait un angle de diffusion qui était établi, il y avait un angle par rapport au sol qui avait été déterminé et un temps d'ouverture. Et ce temps d'ouverture tous les 3 mètres, en fait, nous permettait d'agir directement sur une zone de capteur. Donc, c'est ce qu'on retrouve à droite du dessin du caisson, où il y a ZH avec un petit point. Si on regarde, si on n'a pas de défaut de perspective, en fait, on peut s'apercevoir que ça fait un cube. Et à chaque fois, l'application du jet, en fait, venait englober ce cube. Donc, chaque point bleu, en fait, c'est un thermocouple, du coup, qui vient prendre justement cette chute de température. Et après, on reprend donc la remontée de température et puis c'est ce qui nous permet d'établir ce fameux score. Ce qui était intéressant, c'est que aussi bien sur le flux rayonné, la protection face à un flux rayonné, que sur la neutralisation du plafond de fumée, moi j'ai eu c'est là où en fin de compte ça s'est éclairé sur le débit fait pas tout. La qualité de la diffusion, l'application, en fait, l'ensemble, la qualité d'une lance, en fait, il y a des critères qui peuvent être tout à fait mis en valeur, autre que celui du débit qu'on avait initialement avant cette expérimentation-là, pardon. Donc après, effectivement, donc toute la partie formule, elle est pas simple à concevoir, je pense, encore moins des fois à comprendre. Pour autant, voilà, on a une température donnée, on regarde la décroissance pendant combien de temps, et on regarde au bout de combien de temps elle revient à une position initiale ou une position stabilisée. Ouais, Et c'était ça, intéressant, c'est qu'il y avait des lances, pardon Alex, qui descendaient très vite en température, mais qui pouvaient remonter aussi très vite, et puis des lances qui permettaient de descendre finalement moins en température, mais plus longtemps. Voilà. Du coup, c'était de savoir où est-ce qu'on fixe aussi le critère de performance pour savoir ce qu'on veut, nous, en tant que sapeur-pompier, pour la protection du binôme. et le score qu'on voit, le score X en bas à droite, donc c'est le score qui a été établi pour chaque lance à chaque étape de test, mais sur l'ensemble du caisson. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de toutes les actions de sécurisation, donc les fameux tests plafond, toutes les impulsions que je faisais à l'intérieur du caisson, on a pu s'apercevoir qu'il y avait une légère répercussion directement sur le foyer. Pourtant, il n'y avait pas d'action directe, mais on arrivait à lire chaque impulsion au niveau du foyer, puisque lui, il était équipé en arbre de température et en flumètre. Mais surtout, c'est qu'on voyait que toutes les actions qu'on faisait devant nous, donc pour sécuriser notre progression, elles se répercutaient aussi derrière nous. Donc, même si on le pressentait, là, au moins, avec cette étude scientifique, on a pu vraiment le mettre en valeur. On peut passer peut-être à... Pardon, Ouais, l'impulsion, ça on en a parlé. Voilà, donc la partie du coup qui vous intéresse le plus, c'est de savoir qu'est-ce qu'on obtenait avec tout ça. Donc, grâce à ces diagrammes qui permettaient de juxtaposer les résultats, on pouvait travailler sur deux façons. Donc, soit la lance 1, par exemple, sur une lance, donc on ne connaît pas les lances, c'est pas la peine après de nous demander quelle est la lance la plus performante. Tout a été anonymisé, donc on ne sait pas quelle est la plus performante. En tout état de cause, si vous prenez la lance numéro 1, par exemple, parce que vous prenez ce diagramme, ça permet de vous savoir où est-ce qu'elle est la plus efficace en fonction du débit. Donc, on a toujours le bleu, débit minimum, le débit en rouge 258 minutes et le débit maximum que la lance permet de faire. Et donc, sur chaque critère, le A, le delta T et le X, comme on vous a montré au début, et ben vous voyez que l'écart le plus grand est là où la lance est la plus efficace. Donc, généralement, c'est toujours au débit maximum que la lance est plus efficace au jet diffusé de protection. Parce que là, effectivement, plus il y a de débit, plus on est efficace face à un rayonnement. Par contre, on peut voir que rapidement, ce n'est pas forcément le cas sur un traitement de plafond de fumée. Voilà, sur cette lance-là. Et comme l'a pu très bien le démontrer plusieurs essais. Ou alors, vous pouvez
pour un débit donné. Donc là, effectivement, c'est le débit maximum que la lance permet de le faire, comparer les 4 lances. Et là, on voit qu'effectivement, sur l'état de température, donc sur l'attaque d'un jet diffusé, enfin sur le jet diffusé d'attaque d'un caisson, par exemple, on voit concrètement que c'est cette lance-là qui est bien plus performante. Qu'il est à part égale aussi, par contre, qu'il n'est pas forcément sur le traitement du plafond de fumée. Voilà, donc ça c'était vraiment la finalité. Le but de ces essais, c'était de pouvoir comparer les lances entre elles ou comparer les débits, et puis de voir finalement la performance de lance n'est pas forcément son débit, mais bien sa spécificité. Ah ok, bon, merci Fred. Donc l'efficacité n'est pas systématiquement liée au débit, c'est ce qui a été concrètement mis en exergue par ces essais et les résultats. La possibilité de caractériser l'efficacité des lances suivie de configuration. C'est ce que je veux vous dire. Par contre, effectivement, il y a forcément un facteur humain discutable entre les différents agents, par exemple, qui sont le professionnel, le volontaire, le gars qui est formateur phénomène thermique à plein temps et qui fait toute la journée des impulsions et des tests du plafond. Voilà, il y a forcément un facteur humain à prendre en compte et qui pourrait éventuellement faire discuter ces résultats. Ça sera pris en compte juste après. Voilà, je vais laisser là, puis comme ça je laisserai Alex après s'il veut parler de l'avenir. Depuis, donc, vous le savez, l'apparition du GDO 2018, qui donc n'a pas supprimé le terme de 520 minutes, mais qui a juste rajouté une petite phrase qui permet éventuellement d'utiliser les moyens performance des lances en lieu et place des 520 minutes. Avec l'apparition du référentiel technique qui reprend les essais qui ont été effectués sous un label performance des systèmes d'extinction qui est sorti en mai 2020 pour une application à partir du 1er septembre 2020. Voilà. Allez, je fais là un peu vite, pardon. Donc effectivement, l'apparition du GDO, il y avait l'évolution des prescriptions des débits avec l'introduction de la possibilité de l'évaluation performantielle des lances, comme je vous disais. L'apparition du référentiel technique, donc c'est un label de la sécurité civile applicable au 1er septembre. Alors, elle est non obligatoire, voilà, il faut le savoir. C'est pas, demain, si vous décidez de sortir une lance, il ne faudra pas être obligatoirement répondre aux exigences du label. Elle ne se substitue pas aux normes, qui restent les règles en vigueur et la loi. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Le référentiel, il reprend ni plus ni moins tous les essais que vous avez vus. Voilà. Et si demain, quelqu'un veut évaluer la performance de sa lance, il devra passer par ces expérimentations. À l'exception du... Pardon. Ouais. Non, parce que moi, je croyais que tu allais omettre que, effectivement, à l'exception de l'automatisation, où là, on a retiré le facteur humain. C'est peut-être ça que tu voulais dire? Oui, exactement. C'est que du coup, à eux de se débrouiller, il ne faut plus que ce soit un agent qui manœuvre la lance pour éviter toute problématique face aux résultats et aux comparaisons. Donc, c'est bien automatisation des essais sur cette phase-là. Donc, voilà. Et retrait du test à panneau radiant. Effectivement, c'est scientifiquement très valable, mais c'est extrêmement cher. Il y en a peu en France. Et donc, c'était trop exigeant de l'imposer aux constructeurs et aux industriels. Donc, ils n'auront plus à faire d'essais avec le panneau radiant pour pouvoir évaluer leurs critères de performance de leur lance. Et donc, hop, voilà. Donc, pour évaluer leurs résultats face aux essais qu'ils vont effectuer, il y a une fiche type. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement que sur nos 3 critères, donc le A, protection du porteur, la valeur cible à minima, c'est 90%. Donc les 3 valeurs qui ont été prises, c'est les valeurs qui ont donné la meilleure lance qu'on a testée lors de ces essais. Et donc, pour pouvoir obtenir le label, il faut qu'à minima, lors du jet diffusé de protection, la lance réduit de 90% le flux rayonné. Et ensuite, pour la sécurisation du plafond de fumée et le contrôle du feu pleinement développé, il faut qu'à minima, alors c'est la valeur de résultat, on n'est plus en pourcentage, mais bien en valeur obtenue lorsqu'on calcule les essais, de 0,39 pour la sécurisation du plafond de fumée et de 0,34 pour le contrôle du feu en pleinement développé. Ce qui vous donne, j'aurais dû afficher ça tout de suite, donc voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. Ce qui vous donne en gros le schéma que vous pouvez retrouver avec, si vous êtes au-delà de la forme rouge,
donc non conforme, vous êtes conforme au label, et donc vous avez respecté tous les critères performance à minima que doit avoir votre lance pour obtenir ce label. Et puis ensuite, ça vous permet de comparer les lances entre elles. À l'avenir, si tu veux parler, Alex, comme ça, tu es mieux placé pour aborder le dernier petit diapo. L'avenir, il est compliqué en ce moment, non? En 2022, il est incertain. Il y a une partie qui te concernait peut-être un peu plus, c'est que du coup, la BSPP en fait a profité. Est-ce que c'est le terme? Je sais pas. Mais du coup, grâce à ces essais et à l'assouplissement qui a été donné à la réglementation, c'est-à-dire qu'on a le choix, soit on se reporte au label avec les critères de performance, ou alors on utilise la réglementation en vigueur des 500 litres minutes, libre à chaque 10 de choisir ce qui est le plus opportun pour le fonctionnement de son établissement. Pour autant, la BSPP, en fait, ça a permis à la BSPP de pouvoir utiliser ces critères de performance pour regarder ce qui se faisait sur le marché et de sélectionner une lance qui était la plus adaptée par rapport Ouais, on t'entend plus, Alex. Je t'entends plus, Alex. Alex, tu veux plus nous parler? Ah, on n'entend plus. Je me permets juste, Alex, je rebondis sur les deux premières diapos et si tu arrives à faire revenir le son, je te laisse finir sur la brumisation. Donc effectivement, comme disait Alex, ça a permis de pouvoir utiliser ces essais, ces critères de performance pour travailler avec une lance de 400 litres minutes qui obtenait les critères de performance souhaités et donc de revenir à la LDT en tuyau de 0,35 semi-rigide comme on connaissait à l'époque et du coup qui permettait une réactivité, un établissement de lance beaucoup plus rapide. Voilà, toutes les études avaient montré que 80% des feux, alors tout confondu, hein, on parle feu de contenant, mais ça va aussi du feu local VO, feu local poubelle, étaient entre le 0 et le premier étage. Voilà, donc largement adapté pour la LDT. Il a été rajouté également, on voit sur la photo en bas à droite, ce tuyau semi-rigide sur la ligne d'attaque. Là, vous avez une ligne d'attaque classique ou en tuyau tech, en écheveau, comme vous appelez. Et à la fin, au lieu d'avoir deux tuyaux de 45-20 et une lance, on a deux tuyaux semi-rigides et la LDT, ce qui permet de gagner en maniabilité et en efficacité de progression. C'est incroyable. Et du coup, ça a été mis en essai, ça a très bien marché et donc ça a été développé sur tous les engins. Et Alex? Ouais, du coup, vous m'entendez? Ouais, nickel. Oui. Mais c'est bon. Non, c'est moi, j'avais juste... Ouais, pardon, j'ai juste un écho, c'est pour ça. Vous avez prévenu, hein, mon PC et la campagne fait que j'ai du mal à... Je visualise pas du tout ce que tu as mis. Je sais que le dernier slide, du coup, c'est ce qui nous permet... ça met en évidence, en fait, ce qu'on n'a pas retiré, nous, de l'expérimentation, et qu'on en est tous conscients, c'est qu'on a beau avoir le meilleur des outils dans la main ou l'outil peut-être qui est peut-être un peu moindre, mais ce qu'il faut pas oublier, ce qui est prédominant aujourd'hui quand même, ça reste l'utilisation qu'on en fait. Concernant l'avenir, de l'expérimentation qui est en cours, tu parlais, Julien? Ouais, si tu peux nous parler de la brumisation, ce que tu en as aperçu toi, et puis non, mais sans rentrer dans les détails, mais oui, en fait, donc du coup, la brigade nous a ressollicité en début d'année pour reparticiper à une expérimentation, notamment sur la brumisation. Tout le monde m'entend? Ouais, c'est bon. Pardon. Donc, fort du constat de l'expérimentation passée, où on a pu mettre en évidence que seul le débit n'était pas un critère de performance d'une lance, mais qu'elle englobait un certain nombre de choses. Ça a permis aussi d'ouvrir sur d'autres perspectives, éventuellement d'autres types de jets, d'autres outils. Et là, la brigade a ressorti un peu de ses tiroirs une étude sur laquelle il s'était déjà penché, notamment sur la brumisation, là en l'améliorant, en s'entourant de scientifiques et d'industriels.
Et alors, le mot est un petit peu vulgaire, mais c'est de la brumisation diphasique à fragmentation hydropneumatique. Globalement, c'est qu'on associe de l'eau et de l'air, et là, du coup, on optimise un jet qui permet d'absorber un maximum de calories. Je pense que dans les présentations qui vont venir, en fait, on va parler peut-être du taux de rendement ou du taux d'efficacité de l'eau. Là, du coup, avec la brumisation, faut reconnaître que au travers des premiers essais qu'on a fait, puisque l'étude débute, la période qu'on traverse en ce moment avec le Covid nous ralentit pas mal. Pour autant, on essaye d'avancer avec nos moyens et nos dispositions. Mais globalement, cette brumisation, elle a des enjeux vraiment intéressants, notamment et surtout donc sur l'exposition aux particules et aux toxicités des fumées, sur la qualité de refroidissement, mais aussi sur la DECI. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est ce qu'ils appellent sous pli confidentiel, puisqu'il y a un industriel qui développe un nouvel outil. Donc du coup, on est limité dans le fait de pouvoir partager nos expériences, mais effectivement, sur le site de Halo 18 de la brigade, vous avez un petit article qui a été rédigé sur la brumisation. Je vous invite éventuellement à vous y rendre. Et donc voilà, et la brumisation, un des essais dont il parle, un feu de voiture pleinement développé, 80 litres d'eau. Voilà, c'est éteint et il n'y a pas. Alors j'utilise du jargon pompier, mais du coup il n'y a pas un pet d'eau par terre. Donc donc ça laisse présager de pas mal de belles choses. Frédéric, tu as une question? Ouais, donc la question que je me posais, c'est que est-ce que le fait d'introduire l'usage de la brumisation, la BSPP faisait évoluer un peu leur doctrine opérationnelle en étant sur les feux de structure plus en défensif, si on reprend la terminologie du GDO? Alors pour l'instant, on avait nous dans nos missions donc alors moi j'ai une part dans la part de ma mission en fin de compte, c'est de rédiger des protocoles comme on avait pu les rédiger sur l'expérimentation de l'efficacité des lances. Pour autant, aujourd'hui, alors c'est même pas une expérimentation, on va l'appeler, voilà, c'est une étude. C'est-à-dire que on a défini un certain nombre de cas d'usage propres à la brumisation. Reste à voir si du coup la brumisation elle a un intérêt opérationnel. Pour l'instant, la question elle est voilà, il y a pas de réponse encore de données sur globalement sur l'avenir. On sait qu'on a des possibilités. Maintenant, reste à les mettre en valeur et à les mettre en corrélation avec notre activité opérationnelle. Donc le devenir de la brumisation, pour l'instant, j'ai presque envie de dire que rien n'est décidé. Moi, de ce que je ressens, ce qui est sûr, c'est que une lance traditionnelle, voilà, à partir du moment où on connaît l'outil, déjà, on a gommé pas mal de choses. Pour autant, la brumisation, ça nous obligera forcément dans les années à venir, si jamais ça devenait à devenir un outil prépondérant, à changer notre façon de faire et notre doctrine opérationnelle. Mais pour l'instant, on n'en est encore qu'au cadre de l'étude. Ouais, écoutez, je pense que pour nous, alors du coup, il y a Frédéric qui va nous mettre l'article sur la partie conversation. Du coup, on peut répondre à vos questions. Donc, David, si tu veux de poser ta question. Oui, je ne sais pas si vous nous entendez. C'est bon, nickel. Je reviens sur le sujet de la brumisation. J'aurais aimé savoir si ça se pratiquait déjà dans d'autres pays. Alors, de ce qui se pratique alors là où il faut faire la différence, c'est que il y a la brumisation, donc ce qui existe. Alors, avec le Fognel par exemple ou avec la lance Cobra. Là, on est sur de la brumisation diphasique. Donc du coup, c'est un autre procédé et j'ai pas la réponse sur la brumisation. Je sais que la brumisation est utilisée dans d'autres pays, même en France et dans d'autres pays. Pour autant, la brumisation diphasique, j'ai pas la réponse. D'accord. Ok. Bon, affaire à suivre. Ouais. Merci.
Alors, il y en a plusieurs, je ne sais pas qui veut commencer. Frédéric, peut-être? Non, je vais laisser les autres. Ok. Bah non, Clément c'est sur BC. Si Thomas, pardon Thomas, tu as une question? Ouais, juste par rapport à la brumisation qu'était en train d'expliquer Alex, je pense que ça restera un petit peu dans l'optique de ce qu'on enseigne nous au sein de la mutualisation, c'est-à-dire que ça fera partie d'outils stratégiques et tactiques pour le COS présent sur opération, parce que concrètement, le présenter ça dans des structures à faible capacité, enfin à faible activité opérationnelle, je pense que c'est encore quelque chose de supplémentaire. Maintenant, je pense que c'est une belle avancée par rapport à tout ce qui a été évoqué, mais il faudra recaler le discours un petit peu par rapport à nos futures formations. Ouais, vous avez le temps, de toute façon, il y a le côté, effectivement, est-ce que ça intéresse tous les SDIS? On ne sait pas. Le prix que ça va coûter, parce que comme tout, ça demande des moyens, il faut un compresseur. Après, le côté essai extrêmement intéressant, c'est la DECI pour les SDIS, où je l'ai vu, j'ai vu les vidéos, 80 litres d'eau pour éteindre une voiture, c'est vraiment le cas. Du coup, est-ce que demain, il ne sera pas intéressant d'avoir cet outil, parce que quand un fourgon il arrive tout seul en campagne et qu'il doit attendre 20 minutes le deuxième engin, il n'a pas besoin de s'alimenter parce qu'il a suffisamment d'eau. Alors, est-ce que ça veut dire faire l'attaque? Peut-être pas, mais ça veut dire peut-être la protection, lutter contre les propagations. Voilà. Tout ça, derrière, chaque 10 va l'adapter à lui. Ce sera effectivement proposer un nouvel outil qui est très intéressant. Et aussi la partie toxicité des fumées, qui est extrêmement intéressant parce que je ne sais pas expliquer le phénomène, mais je l'ai vu aussi. Quand vous utilisez la brumisation dans un local, alors là c'est dans les caissons, une fois que la brumisation est utilisée, vous rentrez, vous mettez votre lumière, il n'y a plus aucune particule dans l'air. Il n'y a plus rien. Tout a été absorbé et se retrouve au sol par la brumisation. Du coup, OK, travaille aussi sur ce côté-là. Enfin voilà, il y a aussi plein de choses intéressantes. Oui, pardon. Après, sur la brumisation, encore une fois, là alors c'est pour ça que j'insiste sur le brumisation diphasique pour le coup, parce que l'outil proprement dit, lui, est encore en plein développement. Donc les solutions que ça va pouvoir nous offrir et quand est-ce que ça va être applicable et éventuellement appliqué dans certains SDIS ou retrouver ça dans les fourgons, je pense que c'est un outil de demain. Enfin, ça peut, ou du moins ça laisse présager un outil de demain, mais pas demain 2021. Pour moi, il y a encore avant qu'on le retrouve nous dans nos fourgons, il y aura quelques années. C'est vraiment de la prospective. C'est vraiment. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites parce que nous, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on est en train d'enseigner, voire pour retravailler notre formation sur la redéfinition des tactiques qu'on peut enseigner sur les structures ou à faible activité opérationnelle et vraiment les focus là-dessus, les former là-dessus. Et cet outil de brumisation, je pense que ça peut être un vecteur qui peut faciliter ce discours. Donc, je suis complètement d'accord. Bon, bah, tant mieux. Super, merci. De rien. S'il y a pas d'autres questions, moi j'en ai juste quelques-unes. Une déjà par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question de l'évolution des techniques de lance. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même que, parce que pour l'instant je ne connais pas beaucoup de SDIS qui sont allés jusque-là, mais que le GDO, une des idées du GDO, c'était aussi de permettre aux SDIS d'envisager des réponses opérationnelles graduées. Est-ce qu'à un moment donné, ces questions d'évolution des techniques de lance et puis des tactiques comme comme l'évoquait donc Thomas amènera des solutions techniques de franchir le pas d'une graduation de la réponse opérationnelle, hein, pour traduire un peu ce que je dis là, c'est que le concept, par exemple, suédois, tel qu'il existait, alors après, j'ai pas trop suivi, mais concept base 5 avec des véhicules très polyvalents, avec une première capacité d'intervention très défensif, associant à la brumisation, donc avec des quantités d'eau limitées, mais avec pour le coup une capacité limitée, avec des renforts d'engins plus lourds, permettant de pouvoir, je dirais, arriver systématiquement en renfort de premières équipes.
Peut-être que c'est une piste, peut-être que les solutions techniques qui sont en train d'être développées le permettront. Ce qu'il faut quand même qu'on retienne aussi du GDO, c'était qu'il permettait à chaque SDIS déjà de ne plus être enfermé dans un carcan réglementaire, notamment, on l'a pu le voir, je pense que moi ce que j'ai retenu de vos présentations, c'est que nos 500 litres minutes qui certes étaient justifiés par les connaissances de l'époque et puis la nécessité de répondre à la problématique de l'émergence de phénomènes thermiques, mais que 500 litres minutes, le débit ne fait pas tout, la technique de la lance a son importance et on peut avoir des lances plus performantes avec des débits moindres, et qu'aussi on a une technicité de l'opérateur qui doit continuer à être maintenue dans les SDIS et qui justifie que dans des journées techniques comme celle-là, on évoque la question de meilleure connaissance des phénomènes qui sont en jeu, que ce soit scientifique pur ou de technique de nos lances. Donc c'est la première réflexion sur la continuité et l'importance qu'il va falloir avoir. Nous, je pense, à travers la mutualisation, à la fois sur une veille, et c'est une vraie opportunité d'avoir à la fois les scientifiques et des SDIS comme le 35 qui sont affiliés à la capacité d'innovation de la BSPP pour pas perdre trop le fil par rapport à ça. Je pense qu'on a un enjeu aussi de lien à faire avec nos services techniques. Donc je sais qu'il y a quand même pas mal d'échanges avec nos services techniques, mais il revient peut-être à nous, au sein de la mutualisation, de faire ces liens-là aussi, de les tenir au courant de tout ça pour que on les fasse, qu'on avance de manière globale, pas que côté formation. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc ça, c'est plutôt lors de la réflexion. J'ai un élément de question, c'est le label, il me paraît assez lourd à obtenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment une réponse de labo capable de faire ça? Et est-ce qu'on a vraiment des équipementiers et des fournisseurs de lance qui sont en train ou qui vont chercher la labellisation? Moi, juste de moi de côté, j'ai pas. Effectivement, c'est très lourd, c'est très coûteux. Faut pas le faire juste pour une lance parce que ça paraît compliqué. Je pense qu'il faudrait si ça se fait demain, il y a quelqu'un qui décidera de faire passer toutes les lances au banc et qui offrira ses services pour les labelliser. À mon avis, ça viendra de la demande. Si demain les SDIS veulent ce label sur leur lance dans leurs engins, si la demande créera l'offre. Après, je sais, honnêtement, j'ai pas de retour. Sachant que c'est depuis le 1er septembre applicable, vu les contraintes et le lourd dossier à mettre en œuvre, c'est encore un peu tôt, je pense, pour pouvoir avoir des lances labellisées. Je pense qu'il y a des organismes agréés qui commencent à travailler sur les critères qui sont définis dans le label pour éventuellement voir si c'est opportun de se doter et de proposer ce genre de service. Pour le coup, effectivement, je sais pas si aujourd'hui il y a des organismes agréés qui sont prêts en fait à faire ces tests d'efficacité et à obtenir le label. Pour autant, comme disait Julien, un des enjeux majeurs, c'est justement que le SDIS, enfin les SDIS en fait soumettent avant d'exiger, mais soumettent l'idée de pouvoir avoir des lances qui soient labellisées. Et peut-être pour conclure et peut-être faire un tour de table, c'est une dernière question avant de passer à la séquence d'après. Moi, j'avais essayé d'inviter, mais ils n'ont pas répondu. Alors peut-être que j'y suis mal pris, mais les services techniques et les acheteurs. Est-ce que vous pensez pas que, et là pour le coup, je pose la question de manière générale à tous les SDIS, que sur ce sujet-là et notamment sur l'accompagnement de ce label-là, pour en parler un petit peu et de savoir ce qu'il y a derrière, on n'aurait pas un intérêt à organiser un peu sous ce format d'une heure là, tel que vous l'avez fait, quelque chose à destination des services techniques des SDIS, des acheteurs ou des officiers en charge d'achat, qui comprennent un peu ce qu'il y a derrière. Moi, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, c'est toujours bien d'impliquer les services techniques qui choisissent le matériel des sapeurs-pompiers. Plus tout le monde travaille ensemble, plus les outils sont adaptés à la demande. J'enverrai, si vous en êtes d'accord, j'enverrai à chaque tête de réseau cette proposition-là. Charge à eux de me répondre si à la fois les contacts et puis s'ils sont intéressés pour leurs SDIS. Et puis peut-être que je vous ressolliciterai les gars si effectivement ça pouvait se monter. Il n'y a pas d'urgence, hein, mais
Mais en tout cas, merci de la présentation. Est-ce que on fait un dernier baisser les mains, David et puis Thomas, pour qu'on remette les mains à zéro? Le curseur à 0. Voilà, le curseur à zéro. Je les vois pas baisser encore. Faut qu'ils trouvent. Choper la souris, la monter au bon endroit, cliquer. Alors, je parle bien à Thomas Guillemont et David Cadio. David a Vous encore plein pouvez de questions. baisser les mains. Moi, c'est bon, Voilà. c'est fait, hein, ça fait 10 minutes. Hein. Ah bah dis donc. Oh, le menteur. Et David, est-ce que tu peux baisser la main Impeccable. ou voilà. Et donc pour le coup, ben, ceux qui veulent lever la main, il vous reste 2-3 minutes pour lever la main et voir si on conclut sur cette première partie. Eh ben, pas de main qui se lève, hormis si c'est le débit informatique qui fait que c'est pas réactif. Donc, ben, merci les gars de votre présentation. Merci à vous. Voilà, c'est intéressant. On voit que les choses évoluent. J'avais pas connaissance des travaux sur la brumisation diphasique. Donc, n'hésitez pas à nous passer, nous faire pousser les quelques infos, même si je comprends bien qu'il y a quelque chose un peu indus derrière, mais en tout cas, ça permet d'avoir de la veille là-dessus. Merci les gars, je vais passer la parole à Benjamin, sur la deuxième partie de